Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle mouture de Revue et Corrigée, l'émission consacrée à l'analyse de la presse, presse écrite et médias en général. Avec le camarade Julien, nous nous retrouvons. Bonjour Julien. Bonjour. Pour une émission de haute densité et de haute volée, parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Et on est encore servi pleinement par l'actualité et le traitement de l'actualité de ces dernières semaines. On a donc un programme assez chargé. Je crois que tu voulais commencer par une série d'antidotes. Oui, aborder la presse mainstream ne doit pas nous faire oublier les antidotes préliminaires. C'est-à-dire qu'on peut être formé politiquement, on peut être au fait des manipulations diverses et variées. Je crois qu'il faut bien insister en introduction, et après on viendra à nos sujets habituels, mais il faut bien insister sur le fait qu'une réinformation quotidienne est nécessaire à tous les auditeurs, à tous les militants, à tous les sympathisants, et que chacun le fait comme il le sent, bien évidemment. Et là, je mets de côté évidemment l'écoute régulière de Méridien Zéro, c'est bien le moins, mais chacun peut avoir quotidiennement, je dirais, des sources de réinformation. Alors moi, sans sponsoriser particulièrement les 4 variables que je vais énoncer, moi personnellement, je peux difficilement commencer une journée sans aller faire un tour sur le portail, j'insiste bien là-dessus, sur le portail d'égalité et réconciliation, tout simplement parce que sont compilés au sein de ce portail, au-delà de la ligne politique de R, sont compilés un certain nombre d'informations que sinon je n'aurais pas connaissance. D'accord. D'une autre façon, et sur un sujet plus spécifique, je pense que je n'aurais jamais rien compris au dossier syrien, voire aux rivalités entre la Turquie, l'Arabie Saoudite, l'arrivée de Vladimir Poutine, sans une fréquentation régulière du réseau Voltaire. Oui. On peut penser ce qu'on veut. Parfois, c'est un peu confus sur le réseau Voltaire. Il y a un peu tout et n'importe quoi. Oui, voilà, ça part parfois un peu dans tous les sens. Mais sur ce sujet-là, spécifiquement du Moyen-Orient, voire des enjeux militaires qui s'y jouent, j'avoue que je ne comprendrais pas grand-chose à la situation si je ne lisais pas régulièrement le réseau Voltaire. Même si effectivement parfois je reconnais humblement que je perds mon latin dans les différentes familles de l'Arabie Saoudite, de l'Iran ou du Qatar. Je le reconnais humblement. Des fois, je suis un peu largué. Ce sont toujours des histoires de famille. Oui, toujours des histoires de famille. Alors bon, il faut s'y retrouver, mais ça me paraît quand même important de le signaler. Et pour faire... Et là, j'ai une petite pensée pour Marion Sigaud. La pauvre, elle se retrouve avec un deuxième site que je vais évoquer qui reprend le nom de Voltaire, qui est le boulevard Voltaire, tout simplement. Parce que au sein du boulevard Voltaire, on retrouve un certain nombre de plumes. Je reviendrai sur ce sujet-là tout à l'heure, mais sous un angle peut-être un petit peu plus critique. Mais on trouve quand même un certain nombre de plumes de qualité qui exposent différents points de vue, on va dire, de la mouvance nationale, mais oui, j'en reparlerai plus tard. Et enfin, et c'est plus récent, je le reconnais, je prends un malin plaisir régulier, alors peut-être pas quotidien, mais régulier, à aller faire un tour sur TV Liberté, parce que TV Liberté s'impose avec un journal quotidien que je trouve de qualité professionnelle tout à fait correcte, d'une part, et avec parfois certains entretiens tout à fait passionnant, comme il y en a eu un récemment sur les suites du 13 novembre avec Xavier Offert, qui était un entretien tout à fait passionnant sur cette télé-livre. Donc voilà. Donc, alors, bien sûr, il y a plein d'autres sites que j'ai déjà cités dans les émissions précédentes que je parcours, et chacun fait, en gros, sa petite liste de courses quotidienne ou hebdomadaire, si ça ne peut pas être quotidien. Mais je crois que c'est important d'avoir ces sites-là, parce que il ne faut pas se tromper quand même. On n'est pas à l'abri, nous-mêmes, même politiquement formés, d'avoir des raccourcis ou des idées préconçues que le système nous impose. Je dois reconnaître, par exemple, sur ce sujet-là, que mon opinion, par exemple, sur
Donald Trump, et on en reparlera tout à l'heure, a quand même pas mal évolué depuis le début, où en gros, c'était un gros con facho et raciste du fin fond des États-Unis, quoi. En gros, c'était ça qui était imposé par l'ensemble des médias. Disons que ce que j'ai pu lire par ailleurs sur ces sites-là, et sur d'autres, m'a fait quand même réfléchir un petit peu différemment sur la personnalité de Donald Trump, peut-être futur candidat aux élections présidentielles. On reviendra là-dessus sur les résultats des caucus. Donc voilà, c'était une petite... Alors ça c'est pour le quotidien. Après, il faut souligner que dans nos milieux et dans la mouvance, il y a un certain nombre de sites qui traitent aussi de l'actualité, mais à plus long terme. Tout à fait. Avec des analyses de plus longue durée ou des retours sur l'actualité. Je pense à plusieurs sites, le Cercle non conforme notamment, Méta TV, d'autres qui reviennent sur des sujets avec un recul de 2-3 semaines, des analyses de fond qui sont très... Des sites d'une autre nature avec plus de recul. Là, je parlais vraiment de l'immédiat. Et je trouve ça très intéressant parce que c'est ce que nous faisons ici d'ailleurs, de revisiter certains événements. Emporté par un flot continu et dru d'informations, on a parfois et très souvent tendance à oublier de revenir sur ces informations. Tout à fait. D'y revenir et de les retraiter à la lumière d'éléments nouveaux qui n'apparaissent jamais d'ailleurs en première page, qui apparaissent un peu plus tard. Oui. D'ailleurs, on va être amené à le faire par rapport même à nos émissions précédentes. Bien sûr, dans cette émission. Bien sûr. Nous c'est même la ligne. Je parle de ça parce que ce matin, on nous annonce tout de même que les chiffres du chômage de janvier, qui étaient meilleurs avec moins 27 000 chômeurs, se voient complètement détruits par la non-réinscription au mois de janvier de 228 000 demandeurs d'emploi qui ont été rayés quasi automatiquement par le système informatique. Donc voilà, c'est toujours important de revenir sur ces affaires-là. Avec le recul, de reprendre les chiffres, de reprendre les informations, de les recroiser. Oui, quitte à tripatouiller les chiffres du chômage, autant le faire bien. Oui. Là, visiblement, les services du ministère du Travail se sont un peu insurgés par rapport au raccourci un peu rapide de Mme El Khomri, parlant effectivement de ce recul du chômage de 27 000 personnes. Qui n'en est plus un raccourci près. Oui, n'est plus un raccourci près. Notamment de ne jamais avoir travaillé et de vouloir faire travailler les gens 60 heures. Alors, juste avant de commencer sur un sujet particulier, une petite précision sur la situation de nos amis de la presse écrite, puisque la CPM, qui est l'association de je sais pas quoi, qui est une espèce d'OJD en fait, a publié les chiffres de la presse en 2015, donc à fin décembre 2015, dans l'ensemble des catégories de presse. D'accord, donc on a PQN, PQR, voilà, PQN, etc. PQR, presse économique, presse news, enfin la totale. D'accord. Alors je rassure tout le monde, toutes ces variables sont en négatif. C'est-à-dire que de la PQN à moins 1,5 à la presse People, qui est à moins 9, moins 8,9, ça fait du bien, les segments de presse sont en baisse, y compris les news, évidemment, qui sont à moins 7,3, et ils ne s'en sortent que parce que les applications numériques sont en progression très très significative sur l'ensemble, là aussi, de ces médias. Sinon, la baisse papier serait considérable. D'accord. Une fois dit ça, je voulais revenir sur un sujet qu'on avait relativement évoqué de façon un peu rapide une première fois, même si je ne redis pas ce que j'ai dit à l'époque, c'est le cas de Valeurs Actuelles. En fait, je voulais en parler sur un sujet précis que je mentionnerai à la fin, mais je voulais quand même dire que ce journal qui s'affirme comme le journal, on va dire, de la droite des Républicains, ou un soutien plus ou moins avoué à Marion Maréchal Le Pen, considérant que c'est l'aile libérale conservatrice du Front National, enfin bon, ça, c'est leur trip. Ce journal a donné lieu dans Libération, au cours du mois de février, à un article de 2 pages consacré à son président, son directeur de la rédaction, Yves de Kerdrel. Article que j'ai trouvé d'une complaisance assez étonnante par rapport à Yves de Kerdrel, qui, à mon avis, devrait constituer pour Libération l'archétype de ce qu'il déteste. C'était pas si évident que ça.
Ah non. Et donc C'était pas un portrait de l'ennemi, alors on n'était pas dans Non, le portrait de l'ennemi. c'était pas un portrait d'ennemi, c'était oui. Alors c'est un libéral conservateur. Alors bien sûr, il y a des unes un peu trash, mais bon, voilà. Et j'ai lu l'article et en fait j'ai compris aussi un peu pourquoi, parce que Yves de Kerdrel, et ça je dis ça pour tous les droitards qui considèrent que ce journal est la panacée de la presse nationale en ce moment, Yves de Kerdrel dit tout à fait clairement à la fin de l'article qu'il est hors de question qu'il passe un quelconque deal de quelque nature que ce soit avec le Front National. Là, au moins les choses sont claires. Donc, ils peuvent toujours titrer, comme ce matin, sur la France racaille ou des trucs comme ça. Il ne faut pas se tromper. C'est une forme de récup. Hein. Il y a une forme de récupération. Et quand on le pousse un peu, et c'était vraiment très gentil, dans ses retranchements, son opinion sur le mouvement national, incarné par le Front National en tous les cas en ce moment, me paraît assez claire. Alors en fait, au départ, quand j'ai voulu parler de valeurs actuelles, je voulais lui tresser un laurier, que je lui tresserai tout de même tout de suite, mais avant, il ne faut jamais oublier que ce journal a été racheté. Et ce journal a été racheté en 2015 par un milliardaire libanais, qui s'appelle, si ma mémoire est bonne, Iskandar Safa. Iskandar Safa est assez connu des services de police pour différentes affaires, dont une fameuse affaire, on ne va pas revenir dessus, mais qui s'appelait à l'époque, en 2007, l'Angola Gate. Visiblement, il a fréquenté assez souvent des juges. Voilà. Ouais. Et non seulement il y a cette personne-là qui est à la tête de la holding de l'ancien groupe Valmond, puisque c'était Valmond à l'époque, mais en plus il est assisté par 3 personnes. Donc quand même, la connivence avec le mouvement national me paraît assez incertaine, puisqu'il s'agit d'Étienne Moujotte, de Jean-Claude Dacier et de Charles Villeneuve. Oui, effectivement, mais on peut tous trois anciens de TF1, on a envie de dire que c'est reconstitution de Ligue dissoute, quoi. Et ils ont investi dans Valeurs Actuelles pour en faire ça. Et dans le cadre de ce papier de Libé, qui avait quand même quelque intérêt, on apprend quand même que il y a quand même des querelles d'anciens et de modernes au sein de la rédaction de Valeurs Actuelles, puisque ce journal vient d'annoncer pour le droit de session sa séparation avec 11 journalistes, dont quelques plumes importantes, puisque je crois qu'il y a Bruno de Sessol, par exemple, qui quitte le journal. Donc c'est... alors, c'était prévu, ça, c'était un plan ou oui, non, c'est une clause de cession, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a changement de propriétaire, les journalistes ont fait valoir leur droit de retrait, enfin, on va appeler ça comme ça, oui, d'accord. Retrait, et chacun part avec à peu près... si les chiffres de Yves de Kerdrel sont exacts, j'ai aucune raison d'en douter, part avec à peu près 300 000 €. Voilà. D'accord, voilà. Effectivement. Oui, ce qui permet de mettre un peu de beurre dans quelques épinards. Oui. Alors, en fait, je voulais lui tresser quand même une couronne sur une rubrique que je trouve intéressante. Bon, voilà. Et à titre personnel, la semaine dernière, très intéressante, puisque c'est une rubrique, c'est la rubrique Histoire, qui ne fait qu'une petite page, qui est dirigé par un garçon qui s'appelle Christian Prosio, qui intervient d'ailleurs, je crois, sur une radio Courtoisie en l'occurrence. Donc voilà, qui n'est pas forcément hostile à notre mouvance et qui a fait un article où on n'apprend pas grand-chose, mais sur l'assassinat de François Duprat, donc le 21 mars, le 18 mars, pardon, 1978. Et voilà, j'ai trouvé que c'était sympa de la part de journal de faire mention de cet assassinat, toujours aussi inexpliqué, bien sûr. Bien sûr, oui. Ouais, toujours aussi. Voilà, donc c'était une petite... je voulais quand même donner cette petite pondération à ma critique de Valeurs Actuelles. Alors, après Valeurs Actuelles, tu souhaitais qu'on ouvre un chapitre sur la presse et le FN. Et oui. Puis qu'on retourne d'ailleurs cette proposition avec la presse du FN. Voilà. Ou le FN et sa presse. Oui, voilà. C'est d'ailleurs plus ce sujet-là que je voulais aborder que le premier, mais que je vais quand même traiter parce que là, c'est un petit peu d'étonnement de ma part, en fait. Ça sort peut-être un petit peu du cadre de l'émission, mais tout en y restant quand même, sur le traitement par la presse du fameux séminaire de l'Essonne.
où, dans toute la semaine précédant ce séminaire, en fait, la presse, quelle qu'elle soit, que ce soit Le Monde, enfin la presse quotidienne, je parle, même Marianne d'ailleurs, enfin la presse quotidienne, Libération, Le Figaro, Le Monde, ont imposé un peu au front, enfin, en tous les cas au public qui s'intéresse au front, les deux thèmes qui lui paraissaient cruciaux dans cette histoire, et en l'occurrence le changement de nom du Front National et la sortie de l'euro. C'était vraiment les deux thèmes, ça a été rebattu, les deux thèmes mis en valeur par la presse. Et ils n'ont eu de cesse. On a pu voir d'ailleurs qu'ils ouvraient leur colonne à beaucoup de cadres du Front National, ce qui est assez rare finalement. Oui, tout à fait. Ils ont beaucoup ouvert d'interviews. Ils ont ouvert. Enfin, de cadres, d'environnement. Oui, de l'environnement du Front. Mais en fait, ce qui est impressionnant, c'est qu'une fois passé le séminaire, ils sont sortis gros gens comme devant. C'est-à-dire que j'ai pas eu l'impression qu'ils aient vraiment compris ce que le Front National a fait pendant ces 3 jours. Et là, pour le coup, je leur en veux pas parce que de l'extérieur, là aussi, sans dire que la montagne a accouché d'une souris, on peut pas dire que ça a été très clair ensuite dans le débriefing de ce séminaire, que ce soit Marine sur TF1 le lundi à 20h ou d'autres proches du front. Et du coup, moi, ce que je regrette dans cette affaire, c'est que le débat n'est pas été... ils ont ouvert les colonnes, effectivement, mais ils ne l'ont pas ouvert pendant le séminaire. Et je trouve que le fait que la presse n'ait pas pu être plus présente dans le cadre du séminaire a enlevé un peu de la pertinence. Car il y avait des choses certainement intéressantes à dire, et pas que sur l'euro, ou la communication sur la sortie de l'euro, ou des choses comme ça. Donc, un peu déçu à la fois par le traitement de la presse qui m'a paru très monomaniaque. Allez, l'euro. Après, la question du changement de nom a été finalement un non-événement. Oui, bien sûr. Que ce soit les Patriotes, le Front National Républicain, etc., personne n'en a entendu parler après ce séminaire. Et quant à la sortie de l'euro, j'ai trouvé que la communication n'avait pas été meilleure après le séminaire qu'avant le séminaire. Voilà. Donc c'est un petit regret qui m'amène au sujet que je préférais finalement aborder, qui est celui du Front et de la presse, et du Front et de sa presse. Et ça c'est quelque chose qui évidemment me gêne, parce que le Front n'a pas aujourd'hui de moyens réguliers de communiquer sur sa propre politique et ses propres discussions, ses propres problèmes. Il y a pourtant des supports. Comment ? Il y a pourtant des supports. Et pourtant, il y a des supports, mais il a en face de lui les Républicains qui peuvent communiquer comme ils l'entendent dans le Figaro, tout le monde le sait. Il a le Parti Socialiste qui peut communiquer comme il l'entend dans Libération et dans Le Monde. Et le Front, lui, est sujet aux bonnes grâces, soit des interventions télévisées, qui sont régulières, on ne peut pas dire le contraire, soit pour sa communication sur différents sujets, pas forcément tous ces sujets majeurs, il faut aller sur frontnational.com. Mais franchement, à part des gens qui sont intéressés par la politique comme nous régulièrement, les sympathisants, eux, ils sont un peu lâchés dans la nature et du coup vont se réfugier effectivement dans un journal comme Valeurs Actuelles, pour on va dire la tendance un peu de droite, quoi, ou alors va vers d'autres types de supports de la mouvance nationale, et Dieu sait s'il y en a, on ne va pas tous les citer, on les connaît. Non, il y en a une forêt là. On les connaît tous, mais qui ne sont pas des organes du Front. Alors moi je plaide pas du tout pour que le Front ait l'organe central du Parti communiste, quoi. Enfin, je veux dire, je suis pas pour que le Front crée un journal papier comme l'Humanité l'était à la grande époque. Mais à un moment, je pense qu'il doit avoir une manifestation claire de pédagogie, et pas que sur des sujets majeurs. Enfin, on peut parler de plein d'autres choses. Je veux dire, par exemple,
Florent Philippot, à mon avis à juste titre, disait que dans ce séminaire avait été évoqué le sujet du patriotisme alimentaire. Bon, je ne voudrais pas que ça soit simplement une discussion pour dire quelque chose à la sortie d'un séminaire. On doit pouvoir, à ce moment-là, étayer, débattre. En pleine crise agricole. Oui, en plus, voilà. Donc, je crois que... Et puis, dans cette année non électorale, enfin, pour l'instant, c'est jamais anti-champ, pratiquement. Mais dans cette année non électorale, il faut quand même donner un peu de grain à moudre à la presse, bien sûr, mais aussi aux militants, aux adhérents, aux sympathisants. On ne peut pas simplement se contenter d'être une écurie électorale dont les seuls rendez-vous, très bien fait, je ne pas le dire le contraire, mais dont les seuls rendez-vous seraient la prochaine élection qui va précéder l'élection suivante. C'est-à-dire qu'à un moment, le Front doit prendre la parole sur des sujets divers. Voilà. Et je pense que ça peut se faire soit par un journal papier hebdomadaire, finalement National Hebdo à une époque existait, il était ce qu'il était, mais au moins il existait, ou alors même maintenant sur un site internet dédié, mais qui ne soit pas simplement la reprise des communiqués du Parlement européen ou de l'Assemblée nationale, quoi. Voilà. Donc c'est un petit peu pas mon coup de gueule, mais mon interrogation, parce qu'il y a une politique de communication qui est bien faite à bien des égards, mais qui sur ce sujet-là, en termes de presse écrite, ou de presse, même de presse web, dans l'impasse, quoi. On est un peu à court, quoi. Enfin, alors, effectivement, après, ça ouvre la porte, parfois, à des journaux qui sont ou critiques ou carrément hostiles au Front National dans notre propre camp. On en reparlera tout à l'heure quand j'aurai un mot à dire sur Rivarol. Mais je trouve que là, le Front devrait quand même se pencher sérieusement sur la question, d'autant que nous sommes dans une mouvance politique qui a toujours eu des plumes de talent. Donc c'est là où je suis encore le plus surpris, quoi. Voilà. D'accord. Parlant de séminaires qui en appellent un autre, il y a eu des réunions à Bruxelles, intensives ces derniers 15 jours, à propos de l'Angleterre, enfin du Royaume-Uni, de sa possible sortie. Oui, alors fantasmée, réelle ou pas, et surtout des négociations âpres et grinçantes sur finalement un statut encore plus à la carte pour la Grande-Bretagne. Oui, on est dans le self-service total, qui est désormais non lié à l'évolution intégrative de l'Union européenne. Tout à fait. C'est-à-dire qu'elle choisit, déjà elle est totalement libérée du mouvement d'intégration, et elle pourra choisir dedans ce qu'elle souhaite. Elle pourra choisir dedans ce qu'elle souhaite. En tous les cas, ça nous a été présenté, je pense, à juste titre comme ça dans la presse. Ce qui m'a interpellé dans ces 3 journées, puisque je crois que ça a duré à peu près 3 jours et 3 nuits, cette affaire, c'est le manque de débat là, dans la presse mainstream française. C'est-à-dire que on a vu uniquement les opposants au Brexit, quoi. La seule chose qui est en train de faire bouger certaines lignes, c'est l'irruption dans la campagne du maire de Londres, de Boris Johnson. Lui a été mentionné, enfin en tout cas on l'a vu. Oui, alors lui on le voit parce qu'il est difficile de passer sous silence le maire très populaire, ça on peut pas lui enlever ça, un peu bizarre d'ailleurs pour un conservateur, de la première, une des plus grandes capitales européennes, où accessoirement il y a la City, quoi. Ouais. Donc c'est quand même difficile de passer à côté de sa réflexion. Oui, on a pu le voir dans les médias. J'ai vu une interview de lui sur TF1, rapide, quelques minutes, mais il a au moins été mentionné. Oui, il a été mentionné, mais c'est comme une surprise en fait. Oui. Voilà. Oui, parce que surprise, trahison d'ailleurs. Certains ont même parlé de trahison. Oui. Il n'est pas tout seul. Il y a aussi le ministre de la Justice, Michael Gove, qui est partisan du Brexit. Enfin, ils sont 6 dans le cabinet de David Cameron. Mais on leur a peu donné la parole, et quand la presse française... Alors, ce qui est très drôle, c'est que, y compris dans la presse régionale, quand le sujet du Brexit a été abordé, ça a été pour questionner
quelques-uns des 200 000 Anglais expatriés résidant en France. Alors évidemment, eux, je peux comprendre que ça peut leur poser peut-être éventuellement quelques soucis, en tous les cas de formalités diverses et variées, administratives ou de sécurité sociale ou je ne sais quoi, mais c'est pas un avis... Enfin, ça paraît être un biais, quoi, un biais dans les avis de l'ensemble de la population, dans la population anglaise. Et du coup, la presse anglaise a été quand même plus critique que notre presse française, en disant en gros à David Cameron, tout ça pour ça. En gros, vous n'avez rien eu. Ce que nous ne sommes pas forcés de considérer comme tel. Mais les Anglais, c'est eux, quand ils sont lecteurs du Sun ou du Daily Express, ils ont lu ça. Ils ont lu, Monsieur Cameron, vous n'avez rien obtenu. Ce qui me permet de dire une petite incise sur la presse anglaise, c'est qu'elle ne va pas bien, hein, puisque le Guardian, qui est quand même le grand quotidien de centre-gauche, est en train de licencier une centaine de personnes, que The Independent, qui est notre quotidien de centre-gauche, qui avait déjà beaucoup baissé en termes de diffusion, puisqu'il était tombé à 40 000 exemplaires, je crois. Lui, il arrête carrément sa publication papier. Et à contrario, ce qui prouve quand même qu'il y a une vitalité chez nos voisins britanniques plus importante que chez nous, il y a un nouveau journal qui va se lancer, un nouveau journal quotidien qui va se lancer dans quelques jours, je crois début mars, qui n'a pas d'appartenance politique aujourd'hui identifiée, qui s'appelle The New Day, voilà, le nouveau jour. Donc c'est cette affaire du Brexit, on va voir comment ça va évoluer, puisque la date du référendum étant le 23 juin, si ma mémoire est bonne. On va voir comment la presse française va traiter ça. On a déjà commencé à voir, par la publication dans le Figaro, d'une lettre appelant à rester dedans, donc la fameuse campagne Stronger In, une lettre de 200 grandes enseignes du grand capital britannique, on va dire ça pour faire rapide, à l'exception notable, ce qui a amusé d'ailleurs les journalistes, de tous les gens qui sont dans la restauration, des choses comme ça. Donc eux, ils n'ont pas voulu prendre parti, mais toutes les autres, toutes les sociétés multinationales implantées à la City ont pris leur plume pour conjurer David Cameron de gagner puisque maintenant on est dans le camp du oui, de gagner ce référendum. Voilà, ce petit mot sur le Brexit, qui assez naturellement m'amène sur un autre sujet. Les pigs. Qui sont les pigs. Les pigs, acronyme fort sympathique, on va dire ça entre guillemets bien sûr, accolé au Portugal, à l'Italie, à la Grèce et à l'Espagne. Tout ça pour dire que dans ces pays-là, ça sent quand même le soufre. Oui, économiquement et financièrement. Oui, oui, alors économiquement, aussi, pour commencer par le commencement, le Portugal, économiquement, nous était présenté comme un État qui remontait la pente, dont la dette était endiguée et où le chômage commençait à baisser. Bilan des courses, aujourd'hui, tout le monde considère qu'après la Grèce, ça sera le Portugal qui sera le maillon faible de l'Europe. Donc, je veux dire, ça commence bien. En ce qui concerne l'Italie, écoutez, là, les banques italiennes sont au plus mal. 5 banques principales, dont la fameuse banque Monte dei Paschi, sont en faillite. Elles ne tiennent que parce qu'elles sont arrosées par la Banque Centrale Européenne pour tenir le coup, mais sinon elles seraient dans une économie normale en dépôt de bilan pur et dur. L'Espagne, c'est toujours c'est toujours un peu le flou dans la presse française. On en parle très très peu, sauf, il faut le reconnaître, hier, en cette fin de mois de février, où Le Monde et le Figaro ont fait mention de la rupture d'alliance entre le PSOE et Ciudadanos, c'est-à-dire de la conclusion d'une alliance, la conclusion d'une alliance entre le PSOE et Ciudadanos, donc entre le parti, on va dire le MODEM local, pour faire rapide, et le Parti socialiste, sur fond d'une loi El Khomri à la sauce espagnole, entre autres, ce qui a provoqué évidemment la frustration et l'ire de Podemos, qui a dit que puisque c'était comme ça, il était hors de question de poursuivre les discussions avec le PSOE. Donc, bilan des courses, soit le Parti populaire s'abstient
aux prochaines élections pour laisser passer l'investiture du gouvernement socialiste. Pourquoi pas, on ne sait jamais, ça peut arriver. Soit les Espagnols iront vaille que vaille sans gouvernement jusqu'au 26 juin, où seraient, alors là je mets ça au conditionnel, programmer les prochaines élections législatives. Voilà. Qui donnerait, d'après ce que disent l'ensemble des journaux, à peu près les mêmes résultats que ceux qu'ils ont obtenus au cours du mois de novembre. Oui, c'est-à-dire une impasse pratique. C'est l'impasse, quoi. C'est l'impasse. C'est l'impasse totale. Ce sont des choses qui se multiplient en Europe, ces impasses à trouver des gouvernements quand même. Oui, ils ont quand même... Oui, alors, on n'est pas dans la situation belge. Belge, non, pas encore. Pas encore, mais visiblement, ça... Oui, ça dure. Et puis là, enfin, il y a mes amis grecs, mes amis habituels grecs. Alors, bon, rien de nouveau sous le soleil, les émeutes sont régulières en Grèce. Et d'une extrême violence, là aussi on en parle violence, pas. Grosse manifestation d'agriculteurs. Oui. Mais là, ça rigole Saccage pas. De banque, déjà, en France, ça rigole pas, mais alors eux, là-bas, ça rigole pas du tout. Et invasion des locaux de Syriza, comme on peut le voir dans la presse grecque, le quotidien des rédacteurs ou la presse gouvernementale, Téléa et compagnie, on voit les photos, etc. Et puis un événement qui était complètement passé sous silence dans la presse française, mais pas dans la presse grecque. C'est l'une des premières choses que la présidente de l'Assemblée nationale du temps, on va dire, les 6 premiers mois de l'année en Grèce avait fait, c'était de nommer, je ne sais pas si tu te souviens, une commission d'enquête sur la dette. Mmh. Et l'une des premières choses qui vient d'être faite depuis la nouvelle structure gouvernementale, c'est la destruction pure et simple des archives de cette commission de la dette. Mmh. donc voilà. C'est pas un effacement de la dette, c'est un effacement des archives de la dette. Ils ont détruit les archives comme ça. Ouais. Comme ça, au moins, personne ne pourra plus rien y voir. Comme ça, c'est clair, ils ne verront plus rien. Ce qui prouve que Syriza est finalement enrôlé, comme on l'avait dans beaucoup de nos analyses ces dernières 2 années ou année et demie, on avait bien senti que finalement, ça n'était qu'une baudruche. Oui, c'est une baudruche, et on sent que dans les articles que je lis je lis curieusement des articles plutôt de la gauche grecque. On sent le trouble. Quand je dis le trouble, c'est plus que le trouble. C'est-à-dire ça hurle à la trahison. Le dépit, la trahison. Ah oui, bien sûr. La trahison. Là, ils sont quand même complètement perturbés parce que les initiatives de reconstruction d'un mouvement de gauche en Grèce deviennent très compliquées, y compris pour ce qu'ils appelaient le plan B. Le plan B, c'est un nom de parti maintenant, qui s'est ramassé lamentablement aux dernières législatives. Et il reste sinon le Parti communiste grec, le KKE, mais qui est un parti... enfin, je veux dire, on est quasiment stalinien. Enfin, ils sont restés quand même à peu près en 1953. Quoi. Donc, voilà. Donc ça séduit modérément. Bon, et puis après, ils ont tous la trouille, évidemment, qu'à un moment ou l'autre, Aube Dorée tire son épingle du jeu. Voilà. Et avec les vagues migratoires que reçoit la Grèce. Alors en plus, ils se tapent les vagues migratoires. Alors, ils seuls d'ailleurs et sans argent, parce que là, il y a bien moins de crédits européens qui arrivent pour le traitement des soi-disant migrants, des immigrés massifs. Alors ça m'amuse ce que tu dis, parce que j'écoutais récemment une émission de Mediapart qui fait de temps en temps des émissions vidéo, portes ouvertes, etc. Et je suis tombé sur une émission de fin septembre 2015, donc c'est pas hier. C'était après la trahison de Tsipras, mais un peu après. Et cette émission était consacrée à Frédéric Lordon. Bon, j'avoue que j'ai une sympathie, on va dire ça comme ça, en tous les cas, une certaine estime pour Frédéric Lordon, même si lui, il savait que je pensais ça, je pense qu'il me cracherait la figure, enfin bon, ça c'est notre débat. Et il expliquait en gros ce que moi je pense d'ailleurs, par ailleurs, de la situation grecque et de la nécessité qu'aurait eu la Grèce à un moment de sortir de l'euro et de se préparer à sortir de l'euro. Bon, il explique assez logiquement d'ailleurs que pour ce faire, il aurait fallu que 500 personnes travaillent pendant 6 mois à la Banque de Grèce pour
pour que ce plan soit opérant, et qu'évidemment, faisant travailler 500 personnes sur ce sujet, les capitaux grecs auraient fui, les banques auraient été attaquées, tout aurait été attaqué. Bon, c'est un raisonnement que je conçois. Et à un moment, Frédéric Bonnet, qui était son interlocuteur à Mediapart, lui dit, en parlant de... C'était au début de l'invasion migratoire, dit à Frédéric Lordon, et du coup, vous pensez quoi, Frédéric, du problème de l'immigration? Et Lordon, là, d'un coup, a baissé dans mon estime, parce qu'il répond une phrase hallucinante. Il dit, Monsieur Bonnet, je suis un économiste. Je ne sais donc pas ce que veut dire l'immigration, ce n'est pas mon problème. Comme s'il était incapable de faire le lien entre des phénomènes migratoires qui ont des conséquences économiques et son sujet qui est l'économie. J'étais halluciné par cette réponse. Enfin, bon, On sait très bien que là, effectivement, il y a une programmation et une autocensure. Tu parlais de Staline tout à l'heure, on en est là, hein, sur ce plan-là. On s'auto-censure à chaque fois que le phénomène... Ah oui, puis incapable C'est pas le premier économiste, d'ailleurs. J'avais entendu un gars du NPA à une époque dire à peu près la même chose en disant « Moi, je m'occupe d'économie, de l'économie française. » C'est à peu près la même chose. Je pense qu'il y a une peur de dévoiler ce que coûte, tout simplement, tout ça. Oui, puis ils ne veulent pas s'y pencher. Non. Une espèce de blocage intellectuel total, quoi. Il dit en gros... Comme si c'était un phénomène non économique, finalement. Ouais. Il dit à 80-85% la même chose, par exemple, que Jacques Sapir. Pas tout, mais en grande partie la même chose. Et ça ne l'empêche pas de tirer à boulet rouge sur Jacques Sapir, tout simplement parce que Jacques Sapir, un jour, a dit que peut-être on pourrait étendre le Front de Libération Nationale, c'est la thèse de Jacques Sapir, au Front National. Mon Dieu, quelle horreur! Horreur qu'a repris d'ailleurs dans Marianne Jacques Dion, qui dit, Monsieur Sapir, en gros, vous êtes le bras armé du Front National. Enfin bon, ils sont incapables de réfléchir. C'est impressionnant. Enfin bon, c'est ainsi. Alors, changement de sujet. Le canard, les canards. Oui, alors, en fait, au départ, je voulais faire et ça va complètement changer, mais je voulais faire un petit point sur les dessins de presse. Tu sais que c'était une chose que j'adore. Oui. Voilà. Et pareillement, d'ailleurs, il y en a de moins en moins. Et voilà. Et je me disais, mais où sont les refuges dans la presse mainstream, puisque là aussi, dans la presse du mouvement national, on le voit sur les sites, on le voit sur les journaux, on a nos propres dessinateurs. Donc je ne parle pas de ceux-là, aussi estimables et brillants parfois soient-ils, mais je parle des autres, ceux de la presse mainstream. Et en fait, je vous disais, les refuges, il y en a 3. Il y a Le Canard, il y a Charlie Hebdo, et Marianne, d'une certaine façon. Marianne, grâce à Gross, puisqu'avant c'était Gross et Tignouz est mort dans l'attentat du 7 janvier. Et du coup, j'ai un peu changé. Je me suis dit, mais finalement, tout le monde me dit le Canard va bien, le Canard reste un peu mythique, etc. Je tiens quand même à préciser que le Canard, on a tous compris que c'était la cocotte minute du gouvernement, quoi, tout simplement. Ou des gouvernements successifs, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Hein, ou du Parti Socialiste, souvent du Parti Socialiste, à une certaine époque, puisqu'on sait que François Hollande a été très longtemps informateur du Canard. Enfin, c'est pas un secret, il l'a jamais nié, d'ailleurs. Et en fait, le Canard enchaîné voit sa baisse, sa diffusion baisser, contrairement à ce qu'on pense. Le Canard était monté dans ces bonnes périodes entre 450 000 et 480 000 exemplaires. Aujourd'hui, le Canard est quand même largement passé en dessous de la barre des 400, puisqu'il est à 389 000 exemplaires. Il est en baisse de diffusion sur l'année 2015. Bon, ça reste un niveau élevé, hein, mais la pente n'est pas ascendante. Alors, ce qui plaide évidemment pour le Canard, contrairement à ses confrères, c'est son excédent de résultats, puisque le Canard, même en baisse régulière de vente, a réussi quand même à avoir un solde d'1 200 000 euros de profit, ce que beaucoup de journaux seraient bien contents d'avoir. Ouais. Donc il ne faut pas leur enlever ça. D'un autre côté, il ne faut aussi pas se tromper, ils n'ont pas... D'abord, je trouve ils ont perdu de leur offensive au niveau politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on veut voir des scandales révélés par le Canard, qu'est-ce qu'on a ? On a le problème
de la SNCF à Brétigny-sur-Orge. Oui. Les Ils sont un magouilles, peu le réchauffé, hein, il faut oui. être honnête. Oui. Les magouilles du laboratoire Servier. Mhm. Ok. Enfin, c'est pas du très très haut niveau. Je trouve qu'ils sont là pour le coup, ils ont été bousculés par l'internet en général et peut-être par Mediapart en particulier. Enfin, je Mhm. dis ça comme ça, quoi. Et puis je dois dire qu'il y a un truc qui m'a à un moment et ça remonte à quelques mois, qui m'avait un peu ulcéré. Euh, Comme tu dois t'en souvenir, il y a eu une démarche de Fabienne Boulin pour la réouverture du dossier. Du dossier Boulin. de son mari. Oui. Ouais. Et il faut savoir qu'à l'époque, La fameuse affaire Boulin. la fameuse affaire Boulin, donc de la noyade dans 50 cm d'eau, et enfin dans une position totalement incongrue, enfin bon. Et il faut se souvenir qu'à l'époque de l'affaire Boulin, le Canard avait toujours considéré que c'était un suicide. Je me disais qu'au fil des livres, au fil des révélations, au fil des témoignages, au fil des plaintes successives de Madame Boulin, puis après qu'elle soit décédée de Fabienne Boulin, le Canard enchaîné aurait évolué. Bah justement, enchaîné sur Le une Canard réouverture. enchaîné. Eh bien non, il est toujours aussi enchaîné, le Canard, à cette thèse. Ce qu'il a fait dans une forme d'éditorial de Luc-Marie O'Haraud, qui reprenait toutes les contre-vérités qui sont aujourd'hui complètement dépassées par les recherches qui ont été faites, en particulier sur les fameuses lettres de suicide, où tout le monde a compris qu'il y avait une manipulation des lettres. Eh bien lui, non, il a pas compris. Et il s'accroche à cette thèse du suicide, et on se demande pourquoi. C'est-à-dire, je me dis, mais pourquoi ? En fait, ils ont une rubrique pendant de longues années qui existe encore, qui s'appelle Pan sur le bec. Ils auraient pu tout à fait se faire un pan sur le bec en disant, bon, on s'est fourvoyé, il faut peut-être creuser un peu plus. Et bien, non seulement ils ne le font pas, non seulement je pense qu'ils n'ont plus les moyens humains de le faire, en termes de grands reporters et d'enquêteurs. D'investigation, de de longue longue haleine. Plus les moyens. Maintenant, ce qui tourne, c'est les mails, c'est plus les photocopieuses, mais les télécopieuses, mais c'est les mails qui viennent des ministères. Ça, oui, ça fonctionne encore. Par contre, des vrais mecs qui vont fouiner pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, ils n'ont plus. Bien sûr, non, ils ont plus. Voilà, donc c'est un peu Ça, c'est vraiment le constat d'une transformation de la presse aussi. Hein. Oui. C'est-à-dire que le Canard n'investiguant plus, ne faisant finalement que d'être la caisse de résonance des bruits et fonds de couloir, hein, on est vraiment aussi là dans une presse à la roue. Oui, hein, à la roue. À la roue des stratégies, des pouvoirs, à la roue des bruits de couloir, à la roue des frémissements divers et variés, mais absolument plus en capacité de créer. Oui. Je dirais un scoop. Voilà. Le fameux scoop d'ailleurs, les scoops, on n'en a plus des masses. C'est difficile d'en avoir. Ils ont gardé, peut-être même dans des endroits qui nous sont proches, des informateurs. Ça, il y en a toujours eu dans les organes de presse. Là, je lisais le scoop sur le Front National par rapport aux assistants parlementaires. Alors, ils ont découvert que le Front National, comme beaucoup d'entreprises, avait une pointeuse. Et donc, les juges avaient saisi la pointeuse. Enfin, franchement, c'est pas digne c'est pas digne du Canard, quoi. Enfin, ou en tous les cas, de l'idée qu'on se faisait du Canard. Dans un autre... alors, et puis j'ajouterais... D'ailleurs, tiens, sur cet événement, on aurait aimé que le Canard et d'autres ouvrent aussi leur ligne sur les autres partis, parce que évidemment, le Front National a eu du double emploi sur ses attachés parlementaires. Il me semble que c'est à peu près le cas de tout le monde depuis là, on est vraiment dans 30 bonnes années. Oui. Dans le procès politique contre le Front National clair et net, enfin, que ce soit Martin Schulz qui balaye déjà devant sa porte. Enfin bon. Oui. Alors, c'est autre chose encore. Enfin, tout ça pour revenir à mes dessins de presse, que du coup j'ai regardé, évidemment je regarde chaque semaine les dessins du Canard, et que là on voit quand même que la disparition de Cabu et Wolinski a été quand même dramatique pour le Canard, parce que à une époque, Cabu faisait entre le tiers et la moitié des dessins du Canard chaque semaine, ce qui est d'ailleurs une force de travail pour ce qu'on veut, hein, de Cabu, une force de travail importante. Et aujourd'hui, on a quoi ? On a Viaz, dont je comprends jamais le dessin, le Fred Touron qui est drôle une fois sur 4. Enfin, franchement, les dessins ont baissé, comme ils ont baissé à Charlie Hebdo. Alors, bon, je suis par définition pas un grand lecteur de Charlie Hebdo, mais de temps en temps, je jetais un coup d'œil sur... Il faut pour voir un peu, pour voir un peu, prendre le pouls de cette presse.
Même si on ne l'aime pas, voilà. Ouais, elle existe. Elle existe, donc il faut savoir ce qu'elle dit. Elle tente d'exister. Alors, là, il y avait... les ventes baissent, là aussi. Oui, alors au niveau du dessin, il y a eu là aussi une grosse baisse. Alors c'est vrai que le décès de Tinius n'y est pas pour rien, mais et de Volinsky et de Camus, c'est évident. Mais même, ils n'ont pas réussi à se renouveler en termes de dessinateurs. La rubrique que je lisais régulièrement, parce que ça m'évitait de l'acheter, elle était en dernière page, c'était les couvertures auxquelles vous avez échappé, bon, qui pouvaient avoir de temps en temps des trucs assez drôles, faut être honnête. Là, franchement, c'est très très faible, quoi. C'est du très très mauvais niveau. Quant aux les articles de fond, j'ai aperçu l'article économique par la nouvelle plume économique. C'est des bas-fonds. Hein. C'est très très loin de Bernard Marx. C'est des bas-fonds. Hein. Ce sont des bas-fonds. Et enfin Marianne, il tourne en gros maintenant uniquement avec Gross, puisque donc Tinius est décédé. J'apprécie les dessins, mais c'est un peu monoculturel, quoi. C'est toujours lui qui fait l'ensemble des dessins. Ça me paraît quand même assez faible. Marianne, lui, pour revenir à la diffusion, Marianne est en baisse, hein, c'est assez simple. Marianne a évolué sur les 4 mois de l'année entre 154 et 160 000 exemplaires pour une vente moyenne pondérée de 165 000 exemplaires sur l'année de 2015. Donc c'est pas de la progression, c'est de la stabilisation. Alors à ma grande surprise quand même, ils ont complètement rééquilibré leur portefeuille de lectorat qui est maintenant moitié-moitié entre abonnés et achats en kiosque. Voilà pour mes petits amis de la presse. Et je voulais, et ça n'a rien à voir, mais ça fait référence à l'émission précédente, je voulais aussi parler d'un journal qui s'appelle Le 1. Ah oui, qui est une espèce d'ovni, là. Alors voilà, c'était une espèce d'ovni. Alors le 1, pour ceux qui ne connaissent pas, et je ne peux pas leur en vouloir, parce qu'il faut parfois le trouver, c'est un journal sous forme de dépliant hebdomadaire qui s'appelle Le 1 parce qu'il ne traite qu'un seul sujet. Bon, ok. Et ça, à la limite, pourquoi pas. Mais pour moi, c'est drôle et intéressant. D'ailleurs. Oui, pourquoi pas. Il y a des revues, elles sont souvent trimestrielles, mais qui ne traitent parfois qu'un seul sujet. Une thématique, oui, bien sûr. Mais là, hebdomadaire, un seul sujet. Et ce qui m'intéresse dans ce journal, c'est quasiment du post-journalisme, parce qu'il n'y a pas de journaliste. C'est-à-dire ça fait référence à ce qu'on disait la dernière fois sur ses contributions, débats, idées, oui, les fameux experts. Des experts, voilà. Et donc là, ils vont jusqu'au bout de la logique. Il n'y a pas un journaliste. Donc il y a un patron de la rédaction qui s'appelle Éric Fotorino, donc qui est l'ancien patron du Monde, quand il a été viré a créé ce truc-là. Il y a Laurent Greilzamer, qui est un ancien du Monde aussi, mais qui doit être un coordinateur d'experts. Et puis après, on fait appel à Monsieur Duchemol, expert en je sais pas quoi, Régis Debray. Alors pour le coup, il y avait Régis Debray, ça m'a plutôt intéressé dans le numéro que j'ai lu sur comment être français, etc. Je trouvais ça assez intéressant, qui est Debray, mais sinon, après, ils nous sortent, toujours sur ce sujet, comment être français, un passage entier d'un livre de Romain Gary, ou les lettres de demande de nationalité française d'Eugène Ionesco, etc. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un patchwork d'experts sur un thème. Et alors là où en gros, c'est des Merden Zizi. Voilà, ça coûte 2 euros. On lit et on se fait. Voilà. Faites-vous votre opinion, on vous balance ça, ça coûte 2,80 €. Et alors là où ils sont audacieux, c'est quand on va sur leur site, parce que j'ai quand même cherché la diffusion. À un moment. Bon. Et ils sont pas au JD du tout, ils n'ont pas de DSH ni rien, on ne sait absolument rien de ce qu'ils vendent. Et ils affichent sur leur site 250 000 exemplaires. Waouh! Il faut quand même être fort, parce je peux dire qu'il y a plus d'un endroit où pour le trouver en kiosque, c'est déjà pas mal. Hein. Voilà, c'était ma petite je pense que nos auditeurs pourront acquiescer à ça, parce que je pense qu'un paquet d'auditeurs ne le trouvent pas. Ils n'ont même jamais vu d'ailleurs, pour une part d'entre eux, n'ont même jamais vu à quoi ressemblait le 1. Ah oui, tout à fait. Il est spécial, hein, ça, alors vraiment comme format insupportable, et là il se pose là.
À côté, l'équipe, c'était de la rigolade quand il était en forme. Ah oui, c'est clair. Ah oui, je précise d'ailleurs à mes auditeurs, enfin, je sais que tout le monde n'a pas apprécié ma petite sortie, notre longue sortie sur l'équipe l'autre jour, mais bon, je voulais quand même répondre à ta question, répondre à ta question sur la diffusion de l'équipe depuis qu'il est passé sur un format tabloïd. Sur format tabloïd. Donc en fait, ça va pas très bien. Ils sont ils sont passés en octobre à 234 000 exemplaires, en novembre à 219, en décembre à 207. Donc la tendance est baissière. Alors alors c'est en papier. Alors évidemment, maintenant c'est la nouvelle mode. Ils font des cumuls. Donc ils cumulent. À mon avis, ça s'apparente quand même parfois à des carottes et des navets. Ils cumulent les audiences. Ça s'appelle l'APCM Global One même. Ils cumulent les audiences papier, lecture sur ordinateur, lecture sur mobile et lecture sur tablette. Ouais. Donc, et dans ce schéma-là, ils affichent une progression mirifique de plus 1,5%. Ouais. Et voilà. Donc, parce qu'ils additionnent. Et alors, je trouve que c'est une duperie parce que ce discours-là ne s'adresse pas tellement aux lecteurs, il s'adresse aux annonceurs essentiellement. Et or, les schémas publicitaires sur le téléphone mobile, quelle que soit leur qualité, n'ont absolument rien à voir avec les formats publicitaires sur le papier. Ouais, ça va de soi, voire même sur ordinateur. Donc là, il y a l'espèce de mélange de toutes les marques. Je dis l'équipe parce que c'est l'équipe. Mais ils le font tous. Et voilà. Donc ils vendent ça plus cher et voilà, et tout va bien. La presse va bien, alors qu'on sait très bien que elle est loin pas dans un état brillant. Elle est loin d'être dans un très bon état. Qu'est-ce que tu voulais dire sur Géo? Tu avais un petit coup de cœur, je crois. Oui. Alors j'ai des petits coups de cœur là. On reviendra après peut-être un petit peu sur Donald Trump et compagnie. Mais bien sûr, il y a beaucoup mais j'ai des petits coups de cœur intermédiaires. D'accord. Ok. Alors petit coup de cœur, gros coup de cœur sur un numéro de Géo. Oui. Qui s'appelle Géo Extra, qui est donc un supplément de Géo sur un thème qui est le chat. Alors moi j'adore les chats, mais j'ai pas de chat. Mais j'ai trouvé ce numéro très beau. J'ai ainsi appris que les chats, il y avait une armée de chats à l'Ermitage, à Saint-Pétersbourg, pour bouffer les rats qui allaient attaquer les œuvres. Bon, alors maintenant ils sont un peu rassasiés, il paraît qu'ils sont un peu en retraite, les chats, mais c'était quand même le but du jeu au départ. Il y a des chats, paraît-il, célèbres à Istanbul, alors, d'où l'article Les Pachas d'Istanbul, évidemment. Il y a une tradition italienne des chats errants, et les gens s'affolent parce que à Venise, il y avait des quantités impressionnantes de chats errants aux alentours des canaux, et il n'y a plus là, semble-t-il, que 4000 chats. Et puis il y a un article que je n'ai pas lu en entier, mais que j'ai aperçu et que je ne connaissais pas du tout. Je ne suis pas spécialiste du tout de ces pays-là, sur les chats au Japon, et le culte du chat au Japon. Il y a un chat qui s'appelle le Maneki Neko. Ah oui, j'en ai vu, ils sont énormes d'ailleurs. Oui, ça s'appelle en français, c'est le chat qui invite. Et bon voilà. Et j'ai eu un coup de cœur pour ce numéro parce que je trouve que c'était une belle. Oui, ça fait du bien de temps en temps un peu des choses hors sol comme ça, oui, des trucs un peu dépaysantes, bien sûr. Un peu hors sol. Il y a des revues de qualité sur ce plan-là, on en trouve encore. Alors puisque je suis dans mes coups de cœur, je vais continuer. Alors là, c'est un coup de cœur qui va s'accompagner de coups de griffe. Coup de cœur pour un article de 2 pages paru dans Rivarol du 11 février de Robert Spiller, consacré à la réédition dans la collection bouquins du livre Les Décombres de Lucien Rebattet. Ah oui, c'est vrai que maintenant... Il y a eu un très long article, un très bel article de Robert Spiller pour resituer d'abord les décombres dans le contexte de la guerre mondiale, ses conditions de réalisation à l'époque par Lucien Rebattet, le refus des autorités allemandes de lui redonner le papier nécessaire à un retirage, puisque l'ouvrage a été le plus gros succès de l'occupation. Voilà, bien sûr. Et puis un certain nombre de propos évidemment que tient Lucien Rebattet avec sa plume acerbe, c'est le moins qu'on puisse dire, assassine, voire parfois sur nos amis de l'Action française, l'inaction française. Et c'est vraiment un très bon article
qui permet de comprendre, quelles que soient les réticences qu'on puisse pas avoir par rapport à Lucien Rebattet. Moi, j'ai beaucoup aimé cet article, voilà. Donc, comme quoi Rivarol est capable de faire de bonnes choses, ce qui n'est pas toujours le cas, je dois le reconnaître. Moi, voilà le coup de griffe. Voilà. Donc, moi, je suis un très vieux lecteur de Rivarol. Sans rentrer dans ma vie personnelle, à l'époque où j'ai commencé à militer, donc à l'âge de 15 ans, il n'y avait pas 40 journaux en France de la mouvance nationale. Il y avait Rivarol et il y avait, non pas Minutes, mais au moins les 2-3 pages de François Brignot toutes les semaines, qui était un peu notre fonds de commerce, puisqu'on n'avait rien d'autre, évidemment, à part les publications purement politiques, comme Pour un ordre nouveau, ou des choses comme ça. Ouais, mais dans la presse, disons, qui était la plus grande diffusion, c'était vraiment les 2 journaux. Et Rivarol avait une spécificité qui a été particulièrement développée par son ancienne directrice, Camille Marie Gallic, qui était de faire de très bons articles de politique étrangère, contrairement à ce qu'on peut penser. Elle était très réputée, je crois même lue au-delà de notre mouvance, bien au-delà de notre mouvance, parfois même dans certains milieux consulaires, sur ces articles de politique étrangère, où elle faisait parfois elle-même des reportages. Elle partait un mois au fin fond de la Serbie, alors que personne ne s'occupait de la Serbie. Enfin. Et toute cette partie-là de Rivarol a disparu, et j'en suis profondément désolé, d'autant que parfois ça tourne à des règlements de compte au sein de la mouvement national que moi je déplore. Oui, il y a des monomanies là. Voilà, il y a des monomanies qui m'énervent, et j'espère que la direction de Rivarol se ressaisira, ou au moins se ressaisira de ce sujet-là en tous les cas. Après, leur choix politique est ce qu'il est, j'ai pas à en juger, même si je suis un peu déçu, mais j'aimerais bien qu'ils reviennent aussi aux articles tels que Jim Reeves les écrivait sur l'Amérique profonde, qui étaient des articles intéressants. Voilà. Donc voilà. C'était mon coup de cœur associé de ce coup de griffe. Coup de cœur que j'aime aussi pour un autre journaliste, et là il n'y aura pas de coup de griffe, qui est Vincent Lapierre de RTV. Je regarde à peu près tous ces reportages télévisés. Je trouve que ce garçon a la simplicité et le courage et la placidité d'aller dans des endroits qui ne sont pas évidents. Là, je pense à ce qu'il avait fait à la sortie d'un meeting où il y avait le NPA, où il était tout seul. Il s'est fait agresser dans les manifestations alors qu'il interviewait des syndicalistes. Là, il s'est tapé, c'était plus simple, mais il s'est tapé quand même des manifestations de VTC, etc. Et je l'ai entendu là l'autre jour dans une vidéo sur le Venezuela, où j'ai découvert que ce garçon était hyper diplômé, c'est un docteur en économie, et assez spécialiste de l'Amérique latine. Et vraiment, je trouve son travail remarquable. Moi, j'ai plaisir à l'écouter et à le voir. Et donc, c'est un coup de cœur signaler à nos auditeurs, d'y aller et d'écouter ces analyses. Oui, vraiment, je trouve que c'est des choses très intéressantes. C'est clair, c'est simple, ça. Voilà, il faut aussi dire les choses sympas quand elles sont sympas. Et alors là, je ne sais pas si mon avis sera partagé par tout le monde, mais j'ai eu un mini coup de cœur, c'est pas un coup de cœur, mais pour une rubrique qui va être régulière maintenant, semble-t-il, sur Sputnik.fr, donc Sputnik.fr qui est la radio russe, la déclinaison radio de Russia Today. Donc je ne vais pas rentrer là-dedans. Oui, en revanche, je pense que la chronique hebdomadaire de Jacques Sapir sur certains sujets peut relever un intérêt. Ça vient de commencer. Là, c'était pas le sujet qui particulièrement me passionnait, mais j'ai trouvé ça pas trop mal. C'est sur le prix du pétrole, mais je l'attends évidemment sur d'autres sujets. C'est sur cette chronique-là particulièrement. Quant à Russia Today, je ne rentrerai pas dans le débat. C'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Voilà. Bon, ça c'était mes petites coups de cœur intermédiaires. Et puis, je reviens à nos amis les médias sur les primaires américaines, parce qu'on ne peut pas... Oui, alors, je vais faire un petit préambule, si tu le veux bien, Julien. On en avait parlé pratiquement à la première ou à la seconde émission, en disant, déjà, qu'on avait caricaturé Trump très vite, qu'on l'avait catégorisé bouffon,
et que le bouffon gagne primaire sur primaire. Il y a encore quelques jours, le Nevada, les doigts dans le nez et les pieds en éventail, avec insistance d'ailleurs. Il rafle même à Rubio le vote des hispaniques. Enfin, c'est assez délirant. Hein. Et Snyder de l'autre côté, Sanders, pardon, qui fait exactement le même boulot face à oui, Clinton. la grosse surprise du Nevada, c'est évidemment... Alors, évidemment, il fait 45% des voix, alors que le challenger, paraît-il, Rubio fait la moitié, il fait 22,5, je crois, ma mémoire est bonne. Mais surtout, la grosse surprise, c'est ce que tu viens de dire, c'est qu'il a chopé l'électorat latino à 2 candidats qui sont d'origine latino, que ce soit Ted Cruz ou Marco Rubio. C'est quand même le comble, quoi. Alors, moi, ce qui m'amuse dans le traitement de la presse, qui est quand même obligé maintenant de prendre en compte le phénomène, parce qu'à un moment, ça finit par se voir, quoi. Oui, parce que la presse française l'a traité à part Libération, qui est resté avec son titre d'avant-hier, en parlant de Trump, le gros bête qui monte, c'est vraiment un truc... franchement, c'est là encore, nul. On voit la non-analyse, l'incapacité à analyser quoi que ce soit. Alors, ça a été compensé. L'ironie en lieu et place du travail. Oui, alors là, c'est l'ironie. En plus, c'est même pas drôle. Enfin, non, c'est pas drôle. Passons. Alors, ça a été compensé dans la même journée par un article que j'ai trouvé un peu plus intéressant dans le Parisien, comme quoi, enfin, Parisien aujourd'hui en France, où le rédacteur de l'article dit bon, il serait peut-être quand même temps qu'on ne voit pas les électeurs de Donald Trump comme des illuminés. Et en fait, l'article, quand on lit l'article, les gens reprennent des positions qu'on pourrait entendre en sortant d'ici, si tu veux. C'est-à-dire des trucs qui sont totalement adaptés au contexte français, sauf que c'est aux États-Unis, quoi. C'est tout. Et en particulier sur les vagues migratoires, etc. Bon. Et j'ai trouvé ça étonnant. Alors, la presse française, du coup, elle a passé son temps depuis la première élection, c'était dans le New Hampshire. De toute façon, elle a pratiquement son candidat ou ses candidats, la presse française, déjà. Mais elle a passé son temps à trouver le mec qui allait battre Trump. C'était quand même le sport national. Alors, on a eu droit. C'est très vrai, ça, oui. On a eu droit à d'abord, dans l'ordre, à Ted Cruz. Alors évidemment, Ted Cruz, c'était un peu emmerdant parce que comme il passe son temps à brandir la Bible, etc. Bon. C'était pas exactement la tasse-tête de la presse française. Il est largement distancé maintenant. Ouais. Alors là, il est complètement distancé. Ensuite, après, on a eu le gentil Marco Rubio. Oui. Bon, alors, le syncrétique, moi je l'appelle. Rubio. Il essaie de tout compiler, lui. Alors, lui, il essaie de tout compiler, sauf du coup, il compile pas ses électeurs parce que il est aussi à la rue que l'autre. Et ils ont même essayé, alors là, ça a été le comble, à un moment, de sortir un mec qui s'appelle Kasich. Oui. Ça a été le modéré qui allait mettre tout le monde d'accord. Le modéré qui allait mettre tout le monde d'accord, il a fait 3,5%. 3,5% dans le Nevada. Donc il ne reste plus dans le lot que Carson. Carson est un chirurgien à la retraite, dont tout le monde se demande ce qu'il fout là. Et à mon avis, lui, ça va être vite réglé, il ne pourra plus suivre, quoi. Donc voilà, c'était le sport national. Alors ce qui est rigolo, c'est que pratiquement tout le Sénat républicain se range derrière Rubio et ça n'empêche absolument pas Trump de triompher à chaque primaire. Oui, y compris même dans les États qui lui sont terriblement hostiles. Entre guillemets, parfaitement défavorables, sociologiquement parlant. C'est un succès à chaque fois. Un succès qui n'est d'ailleurs absolument pas, comme tu le disais tout à l'heure, expliqué dans la presse française. Non, pas du tout. Ni traité ni expliqué. Non. Alors, et là, ils vont commencer à essayer de s'y coller. Alors, si en plus, effectivement, Bernie Sanders continue à menacer, parce qu'elle est loin d'avoir fait le trou, là, pour l'instant. La candidate de la presse de gauche française, d'ailleurs, la Madame Clinton. Alors là, ils vont être embêtés, parce que ils sont tous dans le soutien à l'establishment de Clinton, mais d'un autre côté, aller faire comprendre aux lecteurs de Libération ou du Monde que Bernie Sanders, c'est pas possible, ça va falloir quand même qu'il trouve quelques éléments d'argumentation. Hein. Lui qui séduit, paradoxalement, à 74 ans, je crois, qui séduit les jeunes. Les jeunes, oui. De l'aile gauche des démocrates. Oui, c'est les 18-25 ans qui sont organisés en réseau Internet d'ailleurs, hein, pour beaucoup,
et en force, en task force, si je peux dire, de téléphonique. Et bilan des courses, là où il devait plomber dans le Nevada, il a quand même fait 47% des voix. Certes, elle a gagné avec 53, la marge est quand même assez faible. Quoi. Ouais. Alors, ce qui m'a amusé dans l'affaire Trump, pour continuer là-dessus, c'est le traitement par la presse de l'intervention papale. Ah oui. Parce que là, donc à un moment, le pape François, dans son avion, s'en prend, sans le nommer, mais tout le monde avait compris, à cet homme qui veut construire des murs au lieu de construire des ponts. Bon, c'était quand même assez évident, puisque Donald Trump avait dit à un moment qu'il voulait construire un mur de séparation avec le Mexique, etc. Donc ça a été un peu repris, mais pas tant que ça, parce qu'il y avait une autre partie dans l'entretien, où il a traité de l'avortement, et où il a été plus dur que tous les papes précédents réunis, en disant que l'avortement était un crime, enfin, des trucs de base du catholicisme classique, un crime, que les gens qui faisaient des avortements, on pouvait les comparer à la mafia, un truc d'une violence terrible. Du coup, la presse, elle a un peu calmé le jeu sur l'intervention papale contre Trump, parce qu'elle était obligée de citer aussi cette partie. Évidemment, oui. Voilà. Vous ne pouvez pas tronquer l'autre partie. Ouais. Ça, c'est intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la comparaison Trump-Le Pen a cessé, en fait. Oui. Alors, elle a été très en poupe il y a quelques semaines. Et là... Oui, Trump en particulier... avec le père, Le Pen, puisque effectivement sur certaines photos en contre-plongée, on va dire ça comme ça, il y avait une vague ressemblance physique. Ouais, ressemblance physique qui est assez... Que les journalistes se plaisaient à considérer d'ailleurs. Ouais. Et celle-là, ils l'ont escamoté pour traiter le phénomène Trump par lui. Enfin, pour ne pas le traiter, mais pour isoler Trump. Bon, je pense qu'ils en ont pas fini avec lui. Non, l'élection approche. Parce qu'il y a un verdict. Là, je crois qu'à la prochaine émission, on aura le verdict, puisque le grand rendez-vous, c'est le Super Tuesday, donc qui est le mardi 1er mars, et qui réunit les votes de 16 États simultanément, dont des gros États comme le Texas et autres. Alors, vraisemblablement, Trump ne va pas faire le grand chelem sur les 16, c'est pas ce que je pense, mais on va voir à ce moment-là réellement jusqu'où ça va, y compris d'ailleurs de l'autre côté, entre... moi, ce qui m'intéresse, c'est comment le Parti républicain va réagir après le Super Tuesday si Trump... parce que là, il est très hostile. Est-ce qu'ils vont lancer une candidature dissidente? Dans la presse française, il y a l'hypothèse Bloomberg, mais pour l'instant, je crois qu'ils sont un peu sous le coup de la sidération. Et est-ce que c'est possible de monter une candidature indépendante en quelques mois comme ça? Si tardive, oui. C'est la faire vivre. Financièrement. Et Bloomberg, il n'a pas un charisme gigantesque. Non, il n'a pas le charisme... Enfin, je ne le connais pas assez pour lui. Et puis c'est très new-yorkais, Bloomberg. Oui, alors en plus, c'est la New York, c'est pas l'Amérique. C'est pas le mec du Nevada ou de l'Oklahoma, quoi. On n'est pas du tout sur la même sociologie. Et là-dessus, il y a eu d'ailleurs un effet d'annonce qui a été repris par les grands médias sur la possible candidature de Bloomberg, et on n'en parle plus depuis 10 jours. Non, plus du tout. Depuis 10 jours, c'est lettre morte. Peut-être que le 2 mars au matin, on en entendra parler, suivant les résultats. Un candidat fauné, oui. Sinon, dans les coups de cœur, j'avais oublié, parce que mais c'est un coup de cœur qui est enfin, un peu méchant, un peu ambigu. C'est le film qui vient de sortir, Merci Patron, de François Ruffin. François Ruffin a fait un film, pas de notre camp, François Ruffin, c'est plutôt genre gauche radicale, économiste atterré, enfin un truc comme ça. Et il est directeur de la publication d'un journal qui s'appelle Fakir, dans le nord de la France. Et il a fait un film sur la famille Arnault. Oui. Bernard Arnault, et sur le traitement fait à certains ouvriers des usines du Nord dans leur licenciement. Bon. C'est un film qui est, paraît-il, très drôle, je n'ai pas vu. Il sort dans très peu de salles en France, il y en a 7 à Paris, je crois, et puis après, à droite et à gauche, je ne sais même pas s'il y en a de là où nous parlons. Et il a été interviewé ce matin
hier matin, pardon, par Jean-Michel Apathy. Il a été interviewé par Jean-Michel Apathy à la demande d'Arnaud Lagardère, qui ne voulait pas que François Ruffin passe à l'émission de Morandini, de Dominique Tadei, David Tadei, m'excuse, et il l'a fait déprogrammer pour passer chez Jean-Michel Apathy. Et si les auditeurs ont l'occasion de voir cette séquence de 6 minutes où François Ruffin refuse de parler de son film à Jean-Michel Apathy pour faire le procès d'Arnaud Lagardère sur Europe 1 et d'Arnaud Lagardère qui dit être un type qui n'a aucune conscience professionnelle, qui lui aurait dû être viré aussi, et de faire plus largement le procès de l'oligarchie, mais il l'a répété, il n'a pas répété 3 fois, il n'a pas répété 15 fois même. C'est un grand moment de radio où on voit Jean-Michel Apathy qui est quand même le comble de la soumission, c'est le mec qui est faible avec les forts, fort avec les faibles. Enfin. Ouais. Et on le voit s'affaisser dans son fauteuil, essayant de contrer l'élan de François Ruffin, qui à la fin de l'interview dit « Bon, j'ai plus rien à faire ici, je m'en vais », et comme cadeau donne un os à ronger, mais un os en plastique à ronger à Jean-Michel Apathy. Ça fait du bien de temps en temps. C'est un grand moment. Je pense qu'Apathy n'est pas sorti... Oui. Il n'est pas sorti très heureux de cette affaire-là, d'ailleurs, et ça lui fait pas de mal. Ah oui, il a été bien traité. Voilà. Bon, eh bien, écoute, on est arrivé au terme de cette émission, cher Julien, encore une fois très dense et très relevée. On reviendra dans le prochain numéro, évidemment, sur les élections américaines et sur la suite qu'on a donnée après le Super Tuesday. On fera peut-être même, d'ailleurs, une intermédiaire, si l'actualité le nécessite. Dans la prochaine émission, on verra un traitement un petit peu qui sortira un peu de nos frontières pour aller se pencher un peu sur l'état des lieux dans la presse ou américaine, qui pourrait être intéressant par rapport à ce qu'on vient d'évoquer, ou bien sûr la presse anglaise. Parce que là, on va commencer à voir les choses sur le Brexit qui vont commencer à sortir. On va sortir un peu de nos frontières. Ça fait pas de mal. Et j'en profite pour dire à un auditeur qui m'écrivait en disant qu'il aimerait bien qu'on traite aussi de la presse un peu bobo, etc. Je suis d'accord, je vais le faire, mais je dois reconnaître que c'est pas une presse que je lis forcément régulièrement. Donc, il va falloir un petit peu d'études pour traiter de cette presse-là. On va s'y pencher, mais j'espère qu'on m'en prêtera libre. On va le faire. Merci beaucoup, Julien. Donc, c'était le lieutenant Chauve à la barre de cette émission Revue et corrigée. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt. Au revoir. À bientôt. Funny. What is, dear? We've been married for more than a month. It's a terribly long time. I never noticed your ears before.